Salut, c'est Andrea Brusque. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler du podcast d'histoire d'amour de Bababam, À la folie, pas du tout. Connaissez-vous la face cachée des couples les plus célèbres de notre époque ? Elvis Presley et Priscilla Beaulieu, Pamela Anderson et Tommy Lee, ou même Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy. Dans chaque saison, on découvre l'envers du décor des histoires d'amour. Car même chez les stars, l'amour n'est pas toujours rose. Rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute et plongez dans les plus beaux moments d'amour, comme dans les pires. Nous sommes le 27 juin 2019 en Californie. Un certain Matty Roberts, joueur invétéré de jeux vidéo, s'ennuie ferme face à l'écran de son ordinateur. Nourri d'univers virtuels et de héros imaginaires, il s'intéresse forcément au sujet des ovnis et des extraterrestres. Alors, en cette journée d'été, il décide de créer un événement sur Facebook. Son nom, « Prenons d'assaut la zone 51, ils ne pourront pas tous nous arrêter ». Le nom est un peu mystérieux, mais l'enjeu est simple. Il s'agit de rassembler le 20 septembre de la même année le plus de personnes possible sur le parking d'une boutique située au beau milieu du désert du Nevada. De là, l'idée est de pousser les personnes qui s'inscrivent à se lancer à l'assaut de la zone 51 en courant pour aller voir les extraterrestres qui se cachent derrière les grillages de cette zone secrète. Cet événement vous semble totalement loufoque. C'est normal, il l'est. Conçu au départ comme une blague entre jeunes sur Internet, il va pourtant faire parler de lui bien plus que son créateur ne l'aurait imaginé. Déjà, qu'est-ce que la zone 51 ? Il s'agit d'une vaste base de l'armée de l'air américaine située en plein désert du Nevada. La zone est évidemment sécurisée avec des grilles, des barbelés, des caméras de surveillance et même des gardes armés. Depuis les années 1950, elle fait l'objet de nombreux fantasmes et théories du complot autour de l'existence supposée d'extraterrestres que le gouvernement américain chercherait à cacher. L'événement Facebook créé par Matty Roberts prend une ampleur inédite. Après quelques jours, les participations affluent. Le 18 juillet, 1,6 million d'utilisateurs se déclarent prêts à participer à l'événement, tandis qu'1 million de personnes supplémentaires sont au moins intéressées. Dans la foulée, un site internet est mis en ligne. Le site y explique l'organisation de l'événement, apparemment bien destiné à se réaliser. Il est ainsi écrit « Nous nous réunissons dans la ville de Rachel, dans le Nevada, la ville la plus proche de la zone 51. » Les organisateurs assurent même avoir obtenu l'accord des habitants de la ville pour organiser cette grande manifestation et précisent qu'un camping avec de la musique, des boissons et des activités seront mis en place. En réalité, l'événement s'annonce davantage comme une énorme fête que comme une quête collective de vérité. Malgré le second degré assumé de cette initiative, elle devient un véritable phénomène et est relayée dans les médias américains alimentant les théories du complot. Le sujet inquiète même jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement américain. Ce dernier déclare ainsi se tenir prêt à devoir défendre la base en cas d'intrusion. L'armée américaine tente également de dissuader quiconque de s'approcher de la base militaire. Face à l'ampleur du phénomène et aux risques encourus, Facebook prend même la décision de censurer l'événement. Mais malgré ce choix drastique, et alors que l'événement Facebook prévoyait 2 100 000 personnes participantes, seule une cinquantaine de personnes se rassemblent finalement ce 20 septembre 2019 devant le premier point de contrôle de la base militaire. L'invasion de la zone 51 n'a finalement pas lieu. Malgré tout, cet emballement sur les réseaux sociaux montre à quel point cette zone continue encore aujourd'hui de fasciner les États-Unis et d'inspirer des théories conspirationnistes toujours plus folles. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à l'histoire de la zone 51, une base militaire américaine qui a suscité d'innombrables rumeurs et de théories du complot autour de l'existence d'ovnis et d'extraterrestres. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'affaire Roswell, l'affaire qui est à l'origine du mythe autour de la zone 51.
Pour comprendre comment la zone 51 et les théories autour de l'existence d'extraterrestres sont encore aujourd'hui étroitement liées, il est nécessaire de faire un bond dans le passé pour plonger dans les témoignages troublants de ceux qui prétendent avoir vu l'impossible. Nous sommes le 2 juillet 1947 dans une petite ville située dans l'État du Nouveau-Mexique. Le soleil vient à peine de se lever et un fermier, William Mac Brazel, se lève comme d'habitude pour s'occuper de son troupeau. La nuit qui a précédé, un gros orage a éclaté et le fermier a entendu une sorte d'explosion qui est venue rompre le silence de la nuit. Alors quand William Mac Brazel fait le tour de son exploitation au petit matin, il inspecte tout pour être sûr qu'un arbre ne soit pas tombé à la suite d'un éclat de foudre ou que son enclos ne soit pas abîmé par les rafales du vent. Alors qu'il traverse une partie de son terrain, il se retrouve face à une multitude de petits débris métalliques. Il n'a jamais rien vu de tel. Certains ressemblent à des morceaux de tôle, d'autres à des morceaux de bâche brillantes. Comme si un appareil avait explosé dans son jardin. Il rassemble ainsi plusieurs dizaines de morceaux, les rapporte dans son ranch et les montre à sa famille. William Mac Brazel est un peu étonné car sa ferme est située dans un endroit très isolé, entouré de montagnes, au beau milieu d'une zone désertique. Alors il se demande pourquoi il retrouve des débris métalliques au fond de son jardin. Quelques jours plus tard, il décide d'apporter ces débris au bureau du shérif. Ce dernier appelle alors les militaires de la base Roswell, une ville située à une centaine de kilomètres de là. Les militaires de l'US Air Force arrivent alors quelques heures plus tard afin d'observer ces débris, mais aussi de déterminer comment ils ont bien pu finir dans le jardin d'une ferme isolée. Pour tirer cette affaire au clair, les militaires décident d'embarquer les débris à bord de leur camion et de revenir sur leur base pour procéder à des vérifications. Parmi les militaires qui supervisent cette opération, il y a le major Jesse Marcel. Lorsque ce jeune militaire et père de famille rentre chez lui le soir même, il raconte à sa femme et à son fils cette drôle d'histoire de débris métalliques. Il a beau être cartésien, il a le sentiment que ces débris proviennent de quelque chose d'inconnu. De quelque chose de jamais vu auparavant. Peut-être même de quelque chose qui ne serait pas humain ou qui ne provienne pas de notre planète. D'ailleurs, dès le lendemain, l'armée américaine publie un communiqué officiel révélant avoir retrouvé les débris d'une soucoupe volante. Auprès du grand public, c'est la stupéfaction. En effet, plusieurs témoignages circulent à la même époque, expliquant que des individus auraient vu dans la nuit des objets lumineux en forme de disques traverser le ciel à toute vitesse. Ces gens n'avaient donc pas rêvé. Ce qu'ils ont vu, ce sont bien des soucoupes volantes. Mais cette euphorie ne dure pas. Le lendemain, une conférence de presse est organisée par le Pentagone et l'US Air Force. Les deux institutions démentent catégoriquement avoir retrouvé une soucoupe volante. Le porte-parole de l'armée affirme qu'il s'agit en réalité d'une lamentable méprise puisque les débris retrouvés proviennent tout simplement d'un ballon sonde météo. L'histoire retombe rapidement dans l'oubli, mais elle fait germer l'idée selon laquelle le gouvernement américain travaillerait sur des engins extraterrestres. Une croyance qui va petit à petit reprendre de l'ampleur, notamment dans le courant des années 1980 grâce à un livre qui va libérer la parole autour de ces mystérieux vaisseaux. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. En 1980, deux écrivains nommés Charles Berlitz et William Moore publient un livre appelé The Roswell Incident. Le premier auteur est un écrivain de science-fiction à succès, le second est ufologue, c'est-à-dire spécialiste des ovnis et des extraterrestres. À sa sortie, le livre a l'effet d'une bombe. En effet, pour cet ouvrage, les deux auteurs recueillent le témoignage d'un certain Jesse Marcel. Souvenez-vous, il faisait partie des militaires envoyés pour identifier la nature des débris retrouvés dans la ferme de William Mac Brazel au Nouveau-Mexique. Ce témoignage, qui occupe une place centrale dans le livre,
donne une lecture tout à fait différente de ce qu'il s'est passé dans ce champ perdu en 1947. Jesse Marcel raconte ainsi que les débris retrouvés étaient sûrement d'origine extraterrestre et que les débris montrés à la presse étaient les débris d'un ballon météo qu'on avait substitué aux restes originaux de l'engin. L'interview de Jesse Marcel incite d'autres témoins à sortir du bois. Les langues se délient, pour le plus grand bonheur des ufologues qui enquêtent dorénavant d'arrache-pied à Roswell. C'est ainsi qu'en 1989, un journaliste américain du nom de George Knapp, qui se passionne depuis longtemps pour les phénomènes paranormaux, anime une émission de télévision appelée en français « OVNI, les plus grandes preuves » sur une chaîne de télévision locale de Las Vegas. Dans l'une de ces émissions enregistrées en mai de la même année, il reçoit un certain Dennis, qui souhaite rester anonyme. Sur la vidéo de l'interview, on peut voir une silhouette installée sur le siège conducteur d'un pick-up, stationné en plein désert du Nevada. On ne distingue qu'une ombre, la focale de la caméra est en fait en direction de l'arrière-plan. Quelques jours auparavant, Knapp avait été approché par cet individu énigmatique. Un homme au discours troublant, affirmant détenir des secrets enfouis au cœur d'une base secrète de l'armée. Son seul gage de crédibilité était un laissez-passer arborant le sceau du département de l'énergie, un logo bleu avec une tête d'aigle à l'encre noire et le nom énigmatique du laboratoire de Los Alamos, bâtiment S4. Intrigué, Knapp décide de rencontrer cet homme loin de toute oreille indiscrète. Et quoi de mieux qu'un désert pour être tranquille ? Dans cet endroit isolé, alors que le soleil décline à l'horizon, l'interview commence. Dennis raconte qu'il est ingénieur en électronique et a travaillé dans l'ombre des projets les plus secrets de l'armée américaine. À partir de là, il se lance dans une démonstration tout à fait sidérante. L'ingénieur déclare que le laboratoire de Los Alamos, qui sert officiellement de centre d'essai pour la mise au point d'avions espions, dissimulerait en réalité une intense activité extraterrestre et conserverait dans un de ses innombrables dépôts souterrains le vaisseau qui s'écrasa en juillet 1947 dans la ville de Roswell. Il explique que des vaisseaux volent à la vitesse de la lumière dans le ciel et dans l'espace. Dennis avait la mission d'étudier ces technologies venues d'ailleurs, d'identifier la source de ce carburant extraterrestre afin de le reproduire pour pouvoir l'utiliser pour les appareils militaires. Surtout, il révèle que le laboratoire S4, situé en plein désert du Nevada sur la base militaire de Groom Lake, n'est autre que la fameuse zone 51. Pour Knapp, véritable star de la chaîne de télévision locale, ce témoignage est un véritable scoop. D'autant que depuis la parution du livre de Charles Berlitz et de William Moore en 1980, les rumeurs sur l'existence d'extraterrestres vont bon train. Certains ufologues prétendent même que le gouvernement américain cacherait dans une zone secrète des aliens sur lesquels on aurait pratiqué des expériences de dissection et d'analyse anatomique. De quoi leur donner raison ? Mais alors que la vérité semble enfin poindre à l'horizon, les ombres du doute s'immiscent. Les antécédents de ce fameux Dennis sont remis en question et ses affirmations discréditées. Son identité est plus tard révélée. Dennis s'appelle en réalité Bob Lazar. Avec cette information cruciale en poche, les médias commencent à investiguer les dires de l'ingénieur et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont prudents avec les révélations que ce dernier leur a faites. Contrairement à ce qu'il a raconté dans son interview, on découvre que Bob Lazar n'a jamais étudié au prestigieux MIT. Les vaisseaux étudiés au sein de la zone 51 n'étaient pas des vaisseaux extraterrestres, mais simplement des avions étrangers dont l'armée américaine voulait s'inspirer. Et pourtant, au milieu des désaccords et des contradictions, une chose demeure indéniable, dans le ciel du Nevada, quelque chose veille, invisible et insaisissable, attendant que la vérité éclate au grand jour. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la suite de cette histoire en évoquant la paranoïa collective qui s'est emparée des États-Unis au sujet de l'existence d'extraterrestres. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.